Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Armand Pinksteren. Bonjour. Donc vous êtes député bruxellois, mais vous êtes aussi secrétaire régional de la régionale d'écolo à Bruxelles. C'est toujours une coprésidence collective? Oui, c'est ça, on est trois, tout à fait. Ouais, oui. donc vous êtes un des trois Oui. membres du trio. C'est à ce titre-là qu'on va vous recevoir aujourd'hui. Je voudrais qu'on commence avec le débat sur le parking du jeu de balle. Vous avez peut-être vu le reportage dans le journal. Donc réunion hier soir entre Helsamp et les opposants. D'abord, Helsamp a eu du courage d'affronter les opposants comme ça dans une réunion publique ou pas? Mais c'est surtout un problème de méthode qu'on peut pointer. On ne rentre pas en contact et on n'instaure pas un dialogue et une participation à partir du moment où le problème surgit. Il faut travailler en amont et donc ce n'a pas été fait. C'est un peu trop tard. Mais c'est bien sûr trop tard. Non seulement c'est inopportun, le projet en tant que tel, mais en plus la participation telle qu'elle est organisée comme ça, un petit peu à la va-vite et sur fond de crise et de tension, n'est pas une bonne chose. Mais sur le fond, vous êtes un écologiste, ça veut dire qu'une grande zone piétonne, ça devrait quand même vous agréer? Bien entendu, donc les écologistes ne sont pas contre le piétonnier. Par contre, on est attentif aux dommages collatéraux qu'il pourrait engendrer. Et donc, typiquement, la question du mini-ring, la question des 4 parkings souterrains est posée et fait partie intégrante des questionnements que nous avons. Il y a un autre questionnement, un autre chantier qu'on voudrait bien ouvrir aussi, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce piétonnier? Quel type d'activité, quel type d'animation de la ville on y prévoit? Est-ce que c'est mettre des grandes enseignes commerciales ou bien c'est créer de l'activité culturelle, créer vraiment une nouvelle offre au niveau bruxellois? Et donc là-dessus, et malheureusement sur ce point central du projet, on parle trop peu parce qu'il y a des dommages collatéraux qui inquiètent bien légitimement. Le parking du jeu de balle, est-ce que c'est celui-là qui pose problème ou c'est les 4 parkings dans leur ensemble qu'il faut mettre à la poubelle? On sait qu'il y a des difficultés de stationnement à Bruxelles, que le parking 58 doit être détruit. Oui, alors il y a toute une série de reproches qu'on peut faire aux questions de mobilité. Donc il y a d'abord le mini-ring, j'en ai parlé, mais vous me posez la question sur les parkings. Est-ce que c'est celui des Marolles qui est le problème? Les 4 parkings, augmenter l'offre de parking, pour nous, c'est créer des aspirateurs à voiture. Ça, c'est une chose. Il faut diminuer la pression automobile et donc diminuer les places de stationnement. Ça, c'est pour nous un élément central. Il ne faut pas que les Bruxellois puissent toujours accéder au centre-ville, enfin les Bruxellois et les Wallons, les Flamands aussi. Bien entendu, ils peuvent y accéder de plein de façons différentes, d'être avec les transports en commun, en voiture, mais la question est de savoir est-ce que l'offre de parking telle qu'elle est actuellement disponible suffit ou non. Pour le moment, on n'a encore jamais réussi à obtenir une réponse tout à fait précise par rapport à ça. Et notre analyse, et ce n'est pas que notre analyse, c'est aussi une étude qui a été diligentée par la ville de Bruxelles, démontre en fait qu'il y a une sous-utilisation des parkings publics actuellement. Donc pas besoin d'aucun parking supplémentaire. Grosse mobilisation hier des syndicats. Est-ce que le gouvernement fédéral doit céder? Mais moi, j'ai été faire le tour des piquets de grève du centre-ville avec Zoé Genot notamment. Et donc, ce qui est frappant, c'est vraiment cette inquiétude qu'on sent dans le chef des grévistes. Et donc, souvent, on entend des personnes qui se plaignent des désagréments liés à ces grèves à répétition. Et donc, je peux les comprendre, mais il y a vraiment une vraie inquiétude profonde par rapport à cette injustice sociale, à cette injustice fiscale grandissante. Et ce qui renforce encore cette inquiétude-là, c'est le silence, en fait, assourdissant du gouvernement fédéral. Donc, je ne comprends pas. Après 3 jours de grève tournante, après une manifestation qui a réuni 120 000 personnes dans les rues de Bruxelles, je ne comprends pas comment le gouvernement n'arrive pas à ouvrir la porte du dialogue social. Alors, on voit que, pour le moment, la seule réponse du gouvernement fédéral, c'est des provocations de la part des libéraux. Qu'est-ce que vous appelez provocation? Mais c'est-à-dire que quand on dit qu'on ne va pas réformer la fiscalité. Exactement, quand M. Reders dit toute réforme fiscale est juste impensable, qu'il n'y a aucune ouverture qui est faite à ce niveau-là, on se rend bien compte qu'il mine les efforts mais est-ce que le gouvernement ne doit pas aussi ferait. redresser les finances publiques, répondre à ses obligations, notamment vis-à-vis de l'Europe en résorbant la dette? Il n'y a pas beaucoup de solutions? Mais nous estimons qu'il y a d'autres solutions. On a déjà parlé beaucoup dans le cadre de la campagne des intérêts nationaux. On peut revoir la fiscalité sur le capital. Ça nous paraît pas indécent de poser la question et encore moins indécent d'essayer de trouver des réponses justes et équitables. Ouais. Est-ce qu'on a une sortie de crise possible? On voit bien qu'on a un gouvernement qui est plutôt à droite, avec la NVA, les libéraux. On voit bien qu'il y a des syndicats qui sont en train de se radicaliser. Est-ce qu'on peut entrer dans un scénario de conflit qui ne trouve pas d'autre issue qu'une grève générale?
Mais c'est-à-dire que le conflit, il est déjà latent. Ouais. Maintenant, tout le monde a à gagner. Tout le monde a à gagner à trouver des solutions. C'est le modèle belge de concertation sociale Est-ce qui que est remis en vous allez question ici. encourager aussi les syndicats à entrer dans une concertation et à faire un pas vers le gouvernement si le gouvernement fait le pas de l'autre côté? Mais bien entendu, nous ne sommes pas pour le conflit et le blocage du pays. Nous sommes pour trouver des solutions en matière sociale comme dans les autres dossiers, bien entendu. Et on va la trouver, cette solution, dans la musculation avant négociation, ou c'est plus grave que ça? Mais la grève est un outil ultime qui malheureusement est déjà actionné sans réponse. Et donc je ne sais pas très bien, les syndicats feront le point après la grève générale de lundi, mais moi j'incite vraiment et j'invite vraiment le gouvernement fédéral à faire un geste pour que le dialogue s'instaure et pour que les positions ne se radicalisent pas tellement que le dialogue devient impossible. Écolo et Groen, est-ce que c'est le même parti? Écolo et Groen, on fait partie de la famille écologiste, donc on partage les mêmes objectifs. Est-ce que c'est le même parti? Je répète ma question. Pour le moment, ce n'est pas le même parti. Ouais. On est des partis organisés sur base régionale, donc on est né de cette Belgique fédérale et on travaille sans cesse à des collaborations et à des rapprochements. Alors je vous pose cette question parce que c'est une des pistes envisagées dans le fameux rapport du comité de pilotage mis en place par Écolo. Notre capacité à parler d'une seule voix est une plus-value politique déterminante. Cette phrase-là, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Ouais. Vous l'avez expérimenté au Parlement bruxellois? Bien sûr, comme secrétaire régional aussi durant la campagne, on a vraiment essayé de mener une campagne en parallèle, essayer de trouver des priorités communes. Je l'expérimente comme secrétaire régional aujourd'hui aussi. On essaie d'organiser des réunions communes. Avec Groen, ou est-ce qu'il y a encore des différences? Il y a, comme Olivier Deleuze disait aussi, il y a peut-être 2% qui nous séparent, tout le reste évidemment nous rapproche et donc on a des modes de fonctionnement qui sont différents, mais je pense que le signal fort qu'on veut envoyer au travers de ça, c'est que la famille écologiste a besoin d'être unie pour pouvoir proposer un modèle de changement et ce modèle de changement, on vient de parler de la crise sociale qui secoue la Belgique, ce modèle de changement, il est vraiment important, on est porteur de cette vision socio-économique du XXIe siècle, on voit que quand les écologistes ne sont plus au pouvoir dans les régions, au fédéral, mais certainement dans les régions, on voit que c'est toute cette ambition-là qui disparaît. Est-ce qu'on peut passer de ça à la création d'un parti unique qui absorberait les deux membres de la famille écologiste? Donc, ce que prévoit le rapport... Dans un système électoral où on a des élections séparées, avec des législations séparées, et on parle souvent de système médiatique, des deux démocraties, pour faire référence à Barbara Weber. L'idée ici, c'est une intention... utopique ou pas? Ce n'est pas utopique, c'est une intention qui est marquée et réaffirmée dans le rapport Régénération de dire nous voulons rapprocher ces deux parties sur les modalités concrètes, ça il faudra en débattre. La fusion pure et simple, elle est envisageable ou pas? Je ne sais pas répondre. Je crois que je ne connais pas les statuts par cœur ni d'Écolo d'ailleurs, ni de Groen. Il faudra voir d'abord quelles sont les envies de part et d'autre et voir comment on peut travailler encore à plus de complémentarité. Vous avez déjà parlé avec des écologistes flamands de Groen ou pas encore? Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Quel a été leur accueil? Plutôt bon. Ils se disent oui, c'est une bonne idée. Réfléchissons à comment avancer encore plus dans notre collaboration, certainement. Oui, alors, ce fameux rapport auquel on fait référence, il sera présenté vendredi au Conseil de fédération. Oui. Les conclusions sont à prendre et adopter, à prendre ou à rejeter, ou il y a encore une marge de négociation? À lire et à débattre. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis samedi, depuis qu'on a reçu ce document. Je crois qu'il y a beaucoup d'abord d'écologistes qui ont contribué à cette réflexion. Moi, je voudrais aussi saluer le travail de l'équipe qui a rédigé cet apport. Ce n'est pas un rapport, cet apport Régénération. Et donc, on en prend connaissance et on en débat ce vendredi. Alors, le rapport dit qu'il ne faut pas renoncer à la coprésidence. Oui. Est-ce qu'Arnaud Pinksteren sera un jour candidat à la coprésidence d'Écolo? Pourquoi pas? C'est une option que je n'exclus pas, comme d'autres d'ailleurs, puisque ce qui est surtout important maintenant, c'est le débat qu'on va avoir vendredi. Donc avant ce débat-là, certains pouvaient se dire, mais tiens, voilà, quel type de coprésidence il serait souhaitable pour Écolo? Et je me suis évidemment aussi posé cette question-là, puisqu'on tient à ce parti, on a envie qu'il puisse renaître électoralement pour porter un projet fort. Et donc cette question-là, on se la pose et d'autres se la sont posées. Ouais. Quand vous dites donc, pourquoi pas, ça veut dire que vous y réfléchissez sérieusement? C'est-à-dire que j'ai déjà eu des contacts avec avec une personne au niveau wallon et on a partagé. Oui, c'est Véronica Crémasco. Donc vous pourriez former un tandem qui se présenterait à l'élection. Nous avons convenu avant le rapport Génération et dans l'attente du rapport Génération que on avait des objectifs convergents par rapport à cette volonté de rassembler au niveau de la coprésidence, à cette volonté de donner une nouvelle inflexion, un nouveau ton, une nouvelle incarnation au niveau de la coprésidence. On s'est aussi dit tous les deux, on va un peu tester l'idée, mais ce qu'on va surtout faire, c'est lire le rapport
rapport Régénération et voir au travers de ce rapport qu'il y a un véritable cahier des charges pour la future coprésidence si nous ou d'autres sont les plus à même de remplir cette mission hyper délicate. Et donc vous avez lu le rapport? J'ai lu le rapport, je n'ai pas encore eu de discussion. Et si vous me dites ce midi, pourquoi pas, ça veut dire que ce n'est pas exclu, que vous y réfléchissez toujours? C'est pas exclu, mais moi ce que j'attends surtout, c'est le débat de vendredi et sur cette base-là, voir un petit peu quelles sont les personnes et les équipes qui émergent. Parce que ce qui est important, et ça c'est vraiment très sensible chez nous. Ce qui est important, c'est pas tant la compétition, la concurrence ou la conquête du pouvoir qui compte. En tout cas, c'est quelque chose que moi, je ne poursuis pas, certainement pas. Ce qu'il faut, et je pense que c'est ce qui habite toute une série de personnes qui seraient intéressées à remplir cette fonction-là, ce qui les habite, c'est cette volonté de redresser le parti, de redorer l'écologie politique sur la scène électorale. Si vous réfléchissez à une candidature, si vous avez contacté Véronica Cremasco, c'est que vous vous dites que le duo sortant, dont on sait déjà qu'Olivier Deleuze ne se présentait pas, mais il y avait une inconnue sur Emilio Yos, c'est qu'il faut changer? Mais je ne vais pas parler pour les autres. Moi, je pense votre avis à vous? Mon avis à moi, c'est que avec Véronica, on peut amener certaines choses et on peut apporter un certain renouveau dans cette logique que j'expliquais de rassemblement, d'incarnation d'une nouvelle ligne, d'inflexion par rapport à ce qu'on a pu faire. Donc voilà, moi je prononcerai. J'ai le droit de dire ce midi que vous êtes presque candidat? Non, je suis presque pas candidat parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont à définir. Le débat de vendredi sera déterminant. Les autres équipes qui vont apparaître aussi, puisque moi je pense que ce n'est pas la concurrence, mais c'est vraiment la construction de notre parti qui compte. Merci Arnaud Pinksteren d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo, Younes Mernissi. Et je vous donne rendez-vous à 18h25 ce soir dans M pour la suite du débat sur le parking du jeu de balle avec David Courrier. Bon après-midi.